Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale et qui est très importante à mes yeux. 10 conseils pour comment être un bon allié, selon moi, bien évidemment. Avant toute chose, ce jour est à marquer d'une pierre blanche puisque c'est le jour où je tourne avec ma nouvelle caméra de youtubeuse, le Canon G7X Mark II, que j'ai eu en cadeau de Noël. Alors merci vraiment pour ce cadeau de Noël qui est incroyable. Du coup, c'est parti pour la vidéo. Donc déjà, un allié, c'est quoi? Un allié, c'est une personne qui ne subit pas les oppressions et qui s'allie, qui va se mettre avec les personnes qui en subissent pour essayer de les supprimer et de défendre leur cause. Quand on n'est pas directement concerné par un sujet ou par des discriminations, c'est pas facile forcément d'être un bon allié pour 3 raisons. La première, c'est qu'on n'est pas directement concerné et du coup, c'est pas facile de bien comprendre les enjeux. La deuxième, qui découle de la première, c'est que du coup, on ne se sent pas forcément légitime. Et la troisième, qui est la plus récurrente, c'est que tout simplement, on ne sait pas comment faire. En ce qui me concerne, il y a 2 causes qui me touchent tout particulièrement, c'est le racisme et le sexisme, puisqu'elles me concernent directement. Mais bien évidemment, tous ces petits conseils peuvent s'appliquer à toutes les luttes de manière générale. Je vais faire un petit disclaimer. Encore une fois, je parle de mon point de vue, de ce qui me semble important pour moi. Et évidemment, la liste de conseils n'est pas une liste exhaustive, donc vous en faites ce que vous voulez. Mais je parle en mon nom et rien qu'en mon nom. Conseil numéro 1, ne t'arrête pas dès que tu fais une erreur. Être un bon allié, pour moi, c'est ne pas s'arrêter dès qu'on fait une erreur. Des erreurs, on en fait tous. Les personnes concernées, dont moi par exemple par rapport au racisme, font des erreurs. Donc évidemment, si vous êtes un allié et que vous n'êtes pas directement concerné, vous allez faire des erreurs. Pour autant, ça ne veut pas dire que tu es un mauvais allié ou que ça ne vaut pas la peine de continuer. Bien au contraire. Faire des erreurs, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Donc apprends de tes erreurs, apprends des erreurs des autres et continue le combat. Conseil numéro 2, apprends à t'excuser. Alors ce conseil est très important pour moi et il vaut dans la vie de manière générale. Il n'y a rien de plus agaçant que des excuses qui n'en sont pas. Les « je suis désolée mais » ce ne sont pas des excuses. C'est dur de s'excuser parce que la plupart du temps, quand on s'excuse, on se justifie. Moi la première, parce que mon ego il parle un peu trop fort et qu'au final, j'ai pas tant envie que ça de reconnaître mon erreur. Des vraies excuses, c'est dire « je suis désolée, je n'avais pas compris, je ne pensais pas que les choses se passaient de cette manière ou de cette manière, j'essaierai de ne pas reproduire mes erreurs, excuse-moi ». Les « je suis désolée mais tu as tort » ne sont évidemment pas des excuses. Conseil numéro 3, connais tes privilèges. Alors, j'ai pas fait énormément de vidéos sur YouTube, mais ce mot, vous devez en avoir ras la casquette. C'est hyper important de connaître ses privilèges. Pour moi, tu ne peux pas prendre part à une lutte de la meilleure des manières sans connaître ta place au sein de cette lutte. Et pour ça, il faut connaître tes privilèges. Et c'est quelque chose de compliqué à faire. Déjà parce qu'il faut énormément se questionner, il faut potentiellement désapprendre ce que tu as pu apprendre par le passé, et surtout, il faut accepter que juste parfois, t'es pas la personne la mieux placée pour parler de certaines choses. On va faire vite fait un petit rappel sur les privilèges. Les privilèges, c'est quoi? Le privilège, c'est un avantage réservé à une catégorie de personnes en dépit d'autres. Si tu ne connais pas tes privilèges, tu peux agir en tant que personne dominante sans forcément en avoir conscience. La plupart du temps, un privilège, c'est quelque chose que l'on détient et on n'a pas forcément fait d'efforts pour l'obtenir. Ça n'en reste pas moins une chance. Par exemple, être né dans une famille qui a de l'argent. Il n'y a aucun souci avec ces privilèges, mais il ne faut pas oublier que lorsque l'on parle, on parle en tant que personne privilégiée sur certains sujets. Janaya Khan, une militante, a dit « Privilege is not about what you've gone through, it's about what you haven't had to go through ». En gros, ça veut dire les privilèges, c'est pas vraiment ce que tu as eu à traverser, mais c'est plutôt regarde tout ce que tu n'as pas eu à traverser. Mon conseil numéro 4, c'est prends conscience de ton pouvoir. En tant que personne faisant partie de la norme, ou du moins de la partie dominante, donc les hommes dans le sexisme, les personnes blanches dans le racisme, les personnes hétérosexuelles et cisgenres dans les luttes LGBTQIA, il est vraiment important que tu comprennes ton pouvoir. Malheureusement, la plupart du temps, c'est que quand on est concerné, notre propos est souvent considéré comme non légitime, sous prétexte qu'on n'arriverait pas à faire la part des choses entre le vécu et l'analyse. Alors que pourtant, moi je suis persuadée qu'une analyse correcte ne peut se faire sans le retour d'expérience de personnes qui vivent les discriminations en question. Par exemple, qui mieux qu'une personne adoptée pour parler de l'adoption? Évidemment, je vous invite à aller voir ma vidéo sur l'adoption, mais vous avez compris le concept. Si on veut être juste, évidemment, à un moment, on a besoin de se baser sur un vécu. Mais c'est sûr que quand on parle de quelque chose que l'on a vécu, c'est pas forcément facile de contrôler ses émotions, et pour beaucoup, en fait, la colère, c'est synonyme de manque de discernement, en fait, de mauvais jugement. Comme dirait Médine, beaucoup pensent que la colère, c'est l'ennemi de la réflexion.
alors que je pense sincèrement que c'est pas le cas. Mais le truc, c'est que ce phénomène, on l'observe partout autour de nous. On le voit dans la vraie vie, mais évidemment aussi quand on allume la télévision. Des personnes blanches peuvent dire exactement la même chose que des personnes noires, et pourtant elles seront quand même applaudies un peu plus fort. Des hommes peuvent dire la même chose que des femmes, et pour autant ce sera pas pareil. À la télé aussi, on voit énormément de personnes qui ne sont pas musulmanes qui parlent de l'islam. Donc on voit bien que dans la sphère publique et dans les débats, la parole des personnes qui vivent et qui sont discriminées n'aura jamais le même poids que la personne qui n'est pas discriminée et qui parle de ça. Donc en tant qu'allié non directement concerné, crois-moi, tu as un pouvoir énorme. Conseil numéro 5. Rien n'est inutile, tu ne prêches pas que des convaincus. On peut parfois penser que ce qu'on fait ne sert à rien, que globalement tout le monde est à peu près d'accord avec ce que l'on dit. Sauf que ce n'est pas le cas, crois-moi, tu ne prêches pas que des convaincus. Souvent, nos cercles d'amis nous ressemblent et du coup on peut avoir l'impression de prêcher des convaincus. Mais c'est jamais le cas à 100%, et puis dans tous les cas, il y a toujours des choses à apprendre, des choses à connaître, et on peut toujours faire mieux en fait. Il faut aussi pas oublier de faire attention aux réseaux sociaux. L'effet bulle ou les bulles de filtre, c'est un phénomène très présent sur les réseaux sociaux. Ce concept est le nom donné au processus dans lequel les algorithmes sont utilisés, notamment pour les réseaux sociaux. Ils ont pour vocation d'améliorer les opinions des utilisateurs, en recommandant du contenu en fonction des préférences des utilisateurs. Donc évidemment ces algorithmes sont utilisés partout, que ce soit chez Google, sur internet en général, mais aussi sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, et du coup c'est assez facile de penser qu'en fait tout le monde pense comme nous, parce qu'on voit que des gens qui pensent comme nous ou qui sont d'accord avec nos propos. Mais rassure-toi, la réalité est vraiment différente et il reste encore énormément de travail à faire. Mon conseil numéro 6, c'est pose des questions, mais cherche avant tout les réponses par toi-même. En fait, je pars du principe que nous, les minorités, on n'a pas à subir et en plus de ça, à vous éduquer. Ça peut paraître un peu violent comme ça, mais c'est vraiment ce que je pense. C'est déjà très compliqué au quotidien de subir toutes ces discriminations, que en fait, à moins de me payer pour que j'enlève la part de racisme qui est en vous et qui est en nous tous, qui est aussi en moi, je dois rien à personne en fait. Maintenant, évidemment, on est dans une société et je pense que quand même, si on veut que les choses avancent et avancent le plus vite possible, on ne peut pas faire ça tout seul dans notre coin. Il faut forcément qu'on s'entraide les uns les autres. Donc, il faut quand même que tout le monde y mette un peu du sien, sinon on n'y arrivera pas. Au moment de l'assassinat de George Floyd, il y a à peu près 1 an et demi, j'ai été assez active sur les réseaux sociaux. J'ai reçu pas mal de messages de personnes blanches me posant des questions, me demandant des explications. Et je pense que ça a été fait d'une manière un peu maladroite. Je m'explique. Je pense que c'était très compliqué pour les personnes noires ou pour les personnes juste issues de minorités qui peuvent faire face à des violences policières, d'avoir à recevoir toutes ces informations et en plus de ça, d'avoir à expliquer d'autres personnes qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi ça arrive aussi ici et tout ça. Et surtout, en fait, objectivement, je pense qu'à l'heure actuelle, on peut trouver quand même beaucoup de réponses sur Internet, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux vidéos, grâce aux podcasts. Internet est clairement une mine d'or. Donc dans des moments comme ça qui sont vachement anxiogènes, avoir le rôle de professeur, c'est très compliqué. Être un allié, ça demande du travail. Et si jamais vous avez envie de discuter avec une personne d'un sujet qui peut être un peu compliqué, une personne qui est directement concernée ou non, en fait, n'hésitez pas à lui demander directement si elle est psychologiquement disponible pour avoir cette discussion. Parce que si c'est pas le cas, dans ce cas, on n'en discute pas. Peut-être que la discussion se fera une autre fois. Et si elle est disponible, au moins, t'es certain que la discussion va se passer le mieux possible. Conseil numéro 7, ne prends pas tout l'espace, ne monopolise pas la parole. Si tu connais tes privilèges, alors tu auras compris que t'es pas forcément la personne la mieux placée pour parler de certains sujets. C'est pour ça que tu ne dois pas parler à la place des concernés, leur couper la parole ou leur expliquer que leur manière de lutter ou de se battre n'est pas la bonne. Parler à la place des concernés. Bon, ça je pense que objectivement c'est pas très compliqué à comprendre. Reste à ta place. Et en plus de ça, il faut bien évidemment pas oublier que l'implication des personnes discriminées dans leur lutte ne date pas d'hier en fait. Ça ne date pas du dernier féminicide, du dernier acte homophobe ou bien de la dernière bavure policière. En fait, la différence, c'est que les personnes discriminées savent parce qu'elles expérimentent, alors que toi, tu sais parce que tu t'y intéresses. Donc, on est forcément un peu plus légitime. Mais ça veut pas dire que toi, en tant qu'allié, t'es pas légitime. Donc, continue de te battre. De la même manière, ne coupe pas la parole. Déjà, ne coupe pas la parole en règle générale, mais aussi parce que être un bon allié, pour moi, c'est accepter sa position d'être un petit peu en retrait. Parce que couper la parole, c'est inconsciemment avoir ce rapport de domination qu'on souhaite à la base supprimer.
Et enfin, gare au splaining. Le splaining est un terme anglais qui fait référence aux explications condescendantes de personnes privilégiées aux personnes dominées sur la réalité de leur oppression. C'est souvent dit sur un ton très paternaliste et ça participe aux discriminations ordinaires, au sexisme ordinaire ou bien au racisme ordinaire. C'est un peu la personne qui te dit « Attends, même si moi je suis pas concernée, je sais mieux que toi. Donc tais-toi, ça c'est pas du racisme, ça c'est pas du sexisme, ça c'est pas de l'homophobie, je sais mieux que toi. » En gros, le whitesplaining est au racisme, ce que le mansplaining est au sexisme. Et inconsciemment, on le fait tous, tout le temps. Mais Justine, c'est pas du racisme ça, elle s'intéresse juste à tes cheveux. Mais vous, les noirs, vous voyez vraiment le racisme partout en fait. Arrête d'être agressive, franchement tu desserres ta cause. Cause que la personne de base ne défend même pas. Enfin, vous l'avez compris, toutes ces petites phrases que les personnes dominantes peuvent dire aux personnes dominées, moi je sais mieux que toi. Mon conseil numéro 8 plutôt comme ça, c'est éduque les autres, les non concernés, sois actif. Angela Davis a dit In a racist society, it's not enough to be non-racist, we must be anti-racist. Bon, je pense que vous avez compris, être non raciste ça suffit pas, il faut vraiment être anti-raciste dans le sens où être passivement non raciste ça ne sert à rien, il faut l'être activement. C'est évidemment la même chose pour la transphobie, l'homophobie, la grossophobie et j'en passe. En fait, si toi, au sein de ton propre groupe d'amis, t'arrives pas à remettre en place ton pote qui a un comportement ou des paroles sexistes, homophobes, transphobes, on n'avancera jamais. Et encore une fois, personne te demande d'aller dans la rue manifester, d'écrire des pancartes, de crier sur tous les toits que tu luttes contre certaines discriminations. Personne t'oblige à faire des choses que t'as pas envie de faire. Si déjà toutes les personnes étaient capables de dire à leurs proches « Écoute, ce que tu viens de dire, c'est pas réglo, c'est important pour moi que tu saches que c'est pas réglo et je vais t'expliquer pourquoi. » Alors là, on aura tout gagné. Vraiment, ce sera le Graal. Vraiment. C'est pas forcément facile de prendre position face à un ami, mais en fait, si on n'est pas capable de faire ça face à un ami, alors auprès de qui est-ce qu'on va le faire? Mon conseil numéro 9, c'est respecte la volonté du concerné de se battre ou non. Il y a des jours où on n'a juste pas envie de se battre en fait. Parce que c'est trop dur, parce que c'est la fois de trop, parce qu'on sait que ça va nous faire plus de mal que de bien. Et si tu es dans une discussion avec plusieurs personnes, dont une personne concernée directement par les discriminations, et qu'elle te dit qu'elle n'a plus envie de continuer ce débat, arrête. Vraiment, arrête le débat. C'est son choix et c'est ce qui prime. Il faut la privilégier, elle. Le débat pourra reprendre plus tard avec les autres personnes, si toi t'en as envie et si les autres personnes en ont envie. Mais il ne faut pas imposer aux personnes directement concernées les luttes et les débats. Et ça, je pense que c'est vraiment important. C'est toujours extrêmement bienveillant de voir ses proches qui ont envie de se battre pour toi. Mais il y a juste des fois où en fait, c'est pas possible. Où les situations font que on pense que ça peut nous être plus préjudiciable qu'autre chose. Donc, juste si la personne discriminée exprime son envie d'arrêter la discussion, on arrête la discussion. Et mon dernier conseil, le conseil numéro 10, c'est protège-toi. Protège-toi pour deux raisons. D'abord, protège-toi pour toi. Être investi dans un combat, dans une lutte, ce n'est pas toujours quelque chose de facile. Donc il faut que tu protèges et que tu privilégies toujours ta santé mentale. C'est pas du tout un signe de faiblesse de savoir ce qui est bon pour toi. Au contraire, tu peux vraiment en faire une force. Je pense qu'on ne peut pas être un bon allié si on souffre. Et rien ni personne ne justifie que tu mettes en danger ta santé mentale. T'as pas forcément besoin d'entendre les autres te dire que tu as raison. Et surtout, t'as pas besoin de te faire chier avec Tonton Jean-Claude à lui montrer par A plus B que ce qu'il dit est complètement grotesque et juste très raciste, très sexiste, très honteux de manière générale. Deuxièmement, protège-toi pour tes amis concernés. Si tu connais des personnes qui sont directement concernées par les discriminations que tu combats, fais attention à ces personnes. Prends soin d'elles. Crois-moi que ces personnes, elles comptent sur toi. Tu es leur safe place. Encore une fois, ce qui compte, c'est la vraie vie et être là pour les personnes qui en ont réellement besoin. Ça, c'est le plus important. Écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu et que surtout ça aura été utile. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et surtout à partager les vidéos. Ça coûte rien et c'est ce qui m'aide le plus. Vous pouvez aussi évidemment vous abonner à ma chaîne, ça fait toujours plaisir. J'attends vos conseils dans les commentaires pour dire ce qu'est un bon allié et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, c'est pas parce qu'il y a pire ailleurs qu'on ne doit pas exiger mieux pour ici. Bisous!